Tout pour investir. Dose d'économie. Dose. Bonjour Nicolas. Bonjour. Combien va nous coûter la transition énergétique? Vous avez Combien 3 elle va minutes. coûter à l'État en fait Mais l'État c'est nous. Oui, mais là, bon, c'est... Bon, précisons. Le nouveau pôle environnement de la direction du Trésor répond. Quelle est sa réponse? Alors sa réponse, elle porte sur le manque à gagner de recettes fiscales pour le budget lié à la transition verte. Parce que la facture totale, on le sait maintenant, elle est entre 60 et 70 milliards d'euros par an, dont la moitié reposeront sur les finances publiques et l'autre moitié sur des financements privés. Et donc là, l'idée centrale, c'est de dire que quand on manque à gagner de recettes fiscales, on est à moins 13 milliards en 2030 et moins 30 milliards en 2050. C'est quand même des montants qui commencent à être des montants importants. Pourquoi ? On est censé consommer de moins en moins de gaz et de pétrole qui sont très taxés. Et donc, automatiquement, les recettes fiscales, si on baisse la consommation, vont fondre. C'est logique. D'ailleurs, c'est l'objectif, donc c'est à la limite une bonne nouvelle. En face, vous avez une consommation d'électricité qui est appelée à augmenter considérablement. Mais comme l'électricité est beaucoup moins taxée que les énergies fossiles, les recettes fiscales en plus liées à cette consommation supérieure d'électricité ne compenseront absolument pas ce qu'on aura perdu sur les recettes fiscales liées aux énergies brunes. Ce qui fait qu'en résumé, on va se retrouver devant un choc avec beaucoup moins de recettes et on le sait en face, beaucoup plus de dépenses. La question, c'est toujours comment fait-on, voilà. Est-ce qu'il y a des chiffres que vous pouvez nous donner? Oui. Que disent les chiffres de ce premier rapport? C'est une projection chiffrée par la direction du Trésor et ce nouveau pôle environnement. Si vous prenez la TICPE, qui est donc la taxe sur les produits sur les carburants, et que vous ajoutez la TVA, vous êtes à une quarantaine de milliards de recettes annuelles aujourd'hui. Eh bien, ils nous disent qu'on sera à moins 13 milliards sur ces 40 en 2030, moins 30 milliards en 2050. Et en face, vous prenez la fiscalité sur l'électricité, les recettes vont un peu augmenter, mais alors pas à proportion. Parce qu'on est sur un rapport de 1 à 10. Ils s'attendent à ce qu'on ait 1 milliard de recettes en plus liées à la fiscalité sur l'électricité en 2030 et 3 milliards de recettes en plus en 2050. Voilà, un nouveau sujet parmi les nombreux sujets de la transition énergétique. Ça coûte aux finances publiques et au budget. Et c'est un sujet, c'est un peu une équation insoluble. Je pense qu'il faut qu'on vous installe un petit tableau noir derrière vous, pour que vous posiez les chiffres de votre chronique pour qu'on illustre mieux ce que vous nous dites. Bon, comment on fait ? Vous avez 30 milliards en moins en 2050 de recettes et vous avez 3 milliards de recettes en plus. Regardez, faites le delta, c'est 27. C'est un peu simpliste mon truc, mais voilà, on est devant un choc budgétaire et les chocs du vert sont nombreux. Bon, bref, on parle de dizaines de milliards tout de même. Alors comment on fait quand la sortie des énergies fossiles se chiffre en dizaines de milliards de manque à gagner pour l'État? De toute façon, il n'y aura pas une réponse. Alors, traditionnellement, quand on avait un petit souci budgétaire en France, on avait un triangle magique. Le triangle magique, c'était les 3 taxes, tabac, alcool, pétrole. Bon, pétrole, on arrête parce qu'on a vu que ça plaisait pas aux populations qui, généralement, ont su le manifester bruyamment il y a quelque temps. Donc, il reste alcool et tabac, mais vous n'allez pas combler éternellement tous les trous de recettes fiscales par le tabac et l'alcool. Vous avez d'autres pays qui ont décidé de taper autrement l'automobiliste. Alors, par exemple, on vous met un péage urbain de plus en plus élevé ou on vous baisse sensiblement les subventions pour acheter une voiture électrique parce que, progressivement, le prix va baisser. Il y en a certains qui pensent encore, même d'ailleurs, si une étude de l'INSEE a un peu remis l'église au milieu du village, que c'est le riche qui pollue, donc c'est le riche qui doit payer. En fait, les riches polluent beaucoup moins qu'on ne le croit, d'après cette récente étude de l'INSEE que je vous invite à consulter. Il y a eu l'idée de l'ISF vert qui a été mise en avant comme étant une solution. Je ne pense pas qu'il faille taxer les capitaux au moment où on va avoir énormément besoin de capitaux pour investir. Taxer quelque chose dont on a besoin, vous prenez le risque de le raréfier, généralement. Ensuite, il y a les partisans de la croissance. Il nous faut de l'emploi, il faut augmenter le taux d'emploi. Pour le dire un peu cash, il faut plus de vieux au boulot, plus longtemps, et des jeunes plus tôt au boulot, plus vite. Et à ce moment-là, on aura eu de la croissance, un enrichissement collectif et une capacité d'investissement avec des gains en finances publiques et en recettes fiscales, en recettes, qui seront colossaux. Et d'ailleurs, ça a été chiffré, si on avait 10 points de taux d'emploi supplémentaires, à horizon 2027-2028, on a plus de 100 milliards de recettes supplémentaires. Ou en tout cas de dépenses en moins. Voilà. Après, c'est une situation qui donne évidemment des arguments aux partisans de la taxe carbone. Taxons le carbone. Ça semble être la solution défendue à peu près par tous les économistes de tous bords. Le sujet de la taxe carbone, c'est que ça a des effets qu'il faut compenser. Ça a un effet sur la compétitivité des entreprises et ça a un effet sur le pouvoir d'achat. Alors on a eu une nouvelle solution proposée récemment par le Conseil national de la productivité qui considère que de toute façon l'arbitrage entre le vert et le non vert, l'arbitre ultime c'est le consommateur.
Et donc, c'est en fait avec une sorte de TVA différenciée en fonction de l'étiquette carbone des produits que l'on permettra aux consommateurs informés d'arbitrer avec l'usage du signal prix. Natacha Valla, qui dirige ce conseil, nous en parlait très brièvement il y a 2-3 jours sur BFM Business. Il y aura de la dette publique, c'est sûr. Le rapport Jean Pisani, Selma Mahfouz, qui avait tenté un chiffrage, disait que de toute façon, on n'échapperait pas à la dette publique, qu'il y aurait une partie d'endettement public jusqu'à 10 points de dette publique, ça fait 250 milliards d'euros à horizon 2030. Et puis on peut considérer qu'il y aura aussi la sobriété, mais la sobriété ne pourra pas apporter une réponse absolue. La sobriété, il y a un moment, elle touche un plafond de verre. Alors j'ai joué à mon petit jeu, j'ai quand même demandé à ChatGPT comment on finançait la transition énergétique en France. Donc ChatGPT m'a sorti, là vous voyez, il m'a sorti 8 points. C'est très bien paginé, il faut le souligner. Hyper bien organisé. 8 points, tout est acceptable, c'est assez bien. Il manque plein de choses, c'est absolument pas complet, mais il y a un peu de tout. Il y a de l'argent public, il y a de l'argent privé, il y a des subventions, on utilise le recours. Vous le postez sur Twitter. On va utiliser le recours au marché financier, un peu de taxation. Il y a aussi des fonds d'investissement. Alors, il peut y avoir en filigrane l'idée du fonds de pension derrière. Il y a la sensibilisation, l'éducation des populations, la notion de sobriété. Voilà. Et l'innovation technologique, quand même, qu'il ne faut pas oublier. Voilà. C'est jamais impeccable, ces réponses de ChatGPT, mais il faut franchement poser la question et vous avez, en l'espace de 15 secondes, ce truc qui s'affiche. Une bonne synthèse. Je suis témoin. Nicolas a demandé hier à ChatGPT comment financer la transition énergétique. Toutes les grandes questions, je les pose à ChatGPT. En est sorti une feuille A4 extrêmement bien paginée en 8 points. Bon, dernière question, puisqu'on parle de sobriété, ça nous amène à décroissance. On retourne sur ce débat éternel. Croissance versus décroissance. C'est un autre aspect de l'étude du Trésor, en résumé. En résumé, il faut de la croissance. L'opinion ce matin a repris cette thématique. Et l'idée, c'est transition climatique, enrichissons-nous. Voilà. Donc, qu'est-ce que dit l'étude qui s'intitule « Les enjeux économiques de la transition verte vers la neutralité carbone ». Elle a comparé sur 20 ans l'évolution de l'empreinte carbone et du PIB par tête des grands pays de l'OCDE. Et elle arrive à la conclusion que l'empreinte carbone recule quand le revenu augmente. Donc la conclusion, c'est que la réponse n'est pas dans la décroissance, mais elle est évidemment dans la croissance. C'est l'histoire de la courbe en U. Il y a un moment où la croissance va probablement dégrader, dans un premier temps, l'environnement. Puis on va arriver à un point d'inflexion, donc on est en bas du U pour repartir, où la croissance va permettre de réduire la dégradation environnementale. L'élévation du revenu s'accompagne notamment par de nouvelles exigences civiques, des nouveaux comportements, à force. La croissance apporte des ressources. Ces ressources sont nécessaires si on veut pouvoir financer les investissements. Vous ne financez pas les investissements si vous n'avez pas de quoi les financer. Et si vous êtes sur une espèce de logique décroissantiste absolue, vous ne pourrez pas financer les investissements. Et plus les revenus sont élevés, plus on peut imaginer sacrifier une partie de la consommation pour protéger l'environnement. Donc la conclusion de l'étude du Trésor, c'est d'être partisan de la croissance pour réussir à la transition verte et non l'inverse. Ça résonne pas mal avec l'étude de l'ADEME qui nous mettait en avant les dévendeurs. Vous savez, cette étude dont on a beaucoup parlé, pour nous désinciter à acheter, ce qui a beaucoup plu aux commerçants. On imagine. Nicolas, Camille m'écrit sur LinkedIn. Arrêtez d'aller sur ChatGPT. Nicolas, pourrait-il faire une chronique sur l'étude INSEE qui dit que les riches polluent moins que les pauvres ? J'ai failli la faire. L'étude dit pas que ce n'est pas vrai. L'étude dit pas, en fait, le riche pollue pas du tout. Mais on surestime considérablement cet argument du riche pollueur pour derrière avoir l'argument généralement de la taxation du riche. Généralement, ce sont des arguments d'économistes de gauche. Donc l'INSEE, comme toujours, remet un peu la pendule au milieu du village. L'église, oui, la pendule à l'heure. En regardant exactement ce que l'on est capable aujourd'hui d'analyser, de renseigner, de chiffrer, pour avoir une photographie la plus juste possible. Moi, j'aime bien ces travaux de l'INSEE, comme ceux qu'ils ont fait récemment, sur comment est-ce que le système redistributif français, quand on ajoute en plus la gratuité des services publics, est une arme absolument redoutable pour réduire les inégalités monétaires entre les individus. Merci Nicolas Dose. La chronique de Nicolas, tous les jours, à retrouver également en podcast, en replay et sur YouTube. D'ailleurs, vous pouvez réagir en dessous dans la partie commentaires sur YouTube si vous voulez revisionner cette vidéo. Et comme Camille, demandez à Nicolas de zoomer peut-être sur une autre étude ou sur un élément de son propos. Merci Nicolas.